Des progrès sont réalisés en Mauritanie dans le domaine de la promotion des droits de l'homme, des progrès soulignés par le rapport annuel des États-Unis remis aujourd'hui au Premier ministre par l'ambassadeur des États-Unis. Un lancement, celui de la composante pêche du programme du président de la République où il y a été autrement dit, mais priorité l'inauguration de la Société nationale de distribution des poissons. Puis 53 guérisons, 168 cas nouveaux et un décès. Ce sont des chiffres qui caractérisent aujourd'hui la situation épidémiologique du pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h exceptionnellement ce soir. 34 minutes, nous nous excusons de ce retard de 4 minutes apporté à la diffusion de ce journal. À 21h30 que nous commençons, 21h34 plus précisément, que nous commençons par la diplomatie avec un appel téléphonique et 2 messages de félicitations. L'appel téléphonique, c'est celui qui a été fait aujourd'hui par le président de la République à son homologue sénégalais, l'occasion pour M. Mohamed Cheikh El Ghazouani de s'informer sur la santé de Macky Sall à la suite de son confinement volontaire qui s'est imposé après avoir reçu une personnalité testée positive de la COVID-19. Cet appel était aussi l'occasion pour les 2 hommes d'État de discuter des relations bilatérales et des répercussions de la pandémie du coronavirus. Le président sénégalais a félicité le président de la République pour la tenue prochaine du sommet du G5 Sahel-France. Macky Sall a souhaité plein succès à cette rencontre. Voilà donc pour l'appel téléphonique. Les 2 messages de félicitations, eh bien, le premier est adressé par le président de la République à son homologue djiboutien à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, donc, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani renouvelle sa détermination au président djiboutien à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant les 2 pays dans l'intérêt mutuel de 2 peuples frères. Et le second message adressé par le président de la République, message de félicitations, est adressé à son homologue malgache à l'occasion, lui aussi, de la fête nationale de son pays, l'occasion pour M. Mohamed Cheikh El Ghazouani de réitérer à M. Ange Joël sa volonté d'œuvrer pour le développement des relations d'amitié et de coopération existant entre les 2 pays. La diplomatie, nous y restons encore avec ces 2 audiences accordées par le président de la République, plutôt par le Premier ministre, M. Ismaïl Cheikh Sidiya, à 2 ambassadeurs. La première audience, c'était celle accordée à M. Michael Dodman, ambassadeur des États-Unis. L'objectif de cette rencontre, c'est donc la remise des rapports annuels des États-Unis sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Une audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, ainsi que du directeur du cabinet du Premier ministre. La réaction du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger, réaction qu'il a exprimée à l'issue de l'audience. Nous avons eu l'honneur de Son Excellence le commissaire aux droits de l'homme et moi-même de participer auprès de Son Excellence le Premier ministre, M. Ismaïl Cheikh Sidiya, à la remise solennelle par le gouvernement américain des rapports annuels sur le trafic des êtres humains et sur toutes les formes donc d'exploitation des êtres humains. Je crois qu'il est très important aujourd'hui de célébrer la reconnaissance par le gouvernement américain et donc par la communauté internationale des progrès réalisés par la Mauritanie, qui aujourd'hui sort d'une catégorie de liste qui était donc plus ou moins considérée comme une liste noire, pour reconnaître ses efforts et rentre dans la catégorie numéro 2, dans laquelle, bien entendu, nous le reconnaissons nous-mêmes, il y a encore des efforts et du travail que nous faisons. Mais ce qui est très important, au-delà du fait de nous féliciter, de féliciter le peuple mauritanien de cette réalisation importante et qui est considérée extrêmement importante, surtout de la part des États-Unis d'Amérique, il est important de souligner que ceci rentre dans le cadre d'une vision qui avait été exprimée
par les candidats à l'époque. Le président actuel, quand il était candidat à la présidence le 1er mars 2019, il avait exprimé dans son discours dans lequel il était candidat que sa vision va se tourner sur toutes les questions d'exclusion, toutes les questions d'équité, et qu'il en fera une priorité. C'est comme ça qu'a été créée l'agence Azur et d'autres actions sont en cours. Ce que nous faisons en réalité en Mauritanie n'est pas destiné à sortir d'une liste ou à plaire à un gouvernement particulier. C'est une vision qui rentre dans le cadre du programme du président de la République. C'est une vision pour ce gouvernement. Nous allons continuer à travailler pour nos citoyens, mais il est très important, bien entendu, et nous en sommes très fiers, de reconnaître aujourd'hui que la communauté internationale, et en particulier, ce n'est quand même pas n'importe quel pays, les États-Unis d'Amérique, qui sont un des leaders, c'est les questions des droits de l'homme, reconnaissent le progrès et les efforts faits par la Mauritanie. Je crois que c'est un pas qui mérite d'être aujourd'hui reconnu, et de féliciter encore une fois le peuple mauritanien et de dire que clairement, durant le peu de temps, moins d'une année, que ce gouvernement est en place, je crois qu'il y a des progrès remarquables et qui sont aujourd'hui reconnus par, donc, comme j'ai dit, la communauté internationale. Le chef de notre diplomatie réagissant ainsi à ce rapport annuel des États-Unis sur les droits de l'homme en Mauritanie, eh bien, un rapport qui a été remis donc ce matin au Premier ministre par l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur qui lui aussi a souligné les progrès réalisés en Mauritanie dans ce domaine. J'ai présenté le rapport annuel sur les droits humains qui a été annoncé hier soir aux États-Unis, à Washington. Chaque année, nous faisons une analyse sur les situations liées avec les droits humains dans chaque pays du monde, y compris le nôtre, y compris les États-Unis. C'est le 20e anniversaire de la loi américaine qui exige ce rapport. Vraiment, les États-Unis, nous sommes un leader mondial dans l'effort de protéger et prévenir le fléau de traite humaine partout dans le monde. Cette année, le rapport sur la Mauritanie a salué les efforts du gouvernement mauritanien pendant ces derniers mois, pendant les 12 mois, et a noté les efforts qui étaient pris par le gouvernement, y compris le plan d'action qui a été accepté par le gouvernement, un plan d'action contre la traite humaine qui a été accepté par le gouvernement en mars. Nous sommes très heureux d'accompagner le gouvernement mauritanien dans la réalisation des ambitions pour protéger les droits de l'homme, protéger les victimes du trafic humain. Ça a été une partie essentielle de la campagne de son Excellence le Président pendant la campagne électorale il y a un an maintenant. C'est aussi une partie du programme gouvernemental qui a été accepté par l'Assemblée. Donc c'est un plaisir de travailler avec le gouvernement et avec la société civile mauritanienne dans la lutte contre le trafic humain, et je peux vous assurer que nous continuons notre engagement fort avec le gouvernement, avec la société civile dans ce domaine et les autres. L'ambassadeur des États-Unis, à l'issue de l'audience que lui a accordée aujourd'hui le Premier ministre, audience qui a été l'occasion pour lui de remettre le rapport annuel du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. L'ambassadeur qui a souligné, vous venez de l'entendre, les progrès réalisés par notre pays dans ce domaine, surtout par le gouvernement en si peu de temps. L'autre ambassadeur qui a été également reçu aujourd'hui par le Premier ministre, M. Ismaïl Boudéchir Sidia, c'était l'ambassadeur de France, M. Robert Moulier. L'occasion pour les deux hommes de discuter des relations de coopération entre la Mauritanie et la France, mais aussi des questions, des moyens de renforcer davantage ces relations. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du Premier ministre. Voilà pour la diplomatie, la politique intérieure à présent, à commencer par cette audience accordée par le Premier ministre au président des conseils régionaux de la Mauritanie. C'était également aujourd'hui, cette audience était également aujourd'hui, juste après celle accordée aux ambassadeurs américains et français. Au centre de cette rencontre, l'action des régions, et sur le déroulement de l'audience. Voilà, ça c'était donc aujourd'hui les présidents des régions reçus par le Premier ministre pour discuter de l'action de ces conseils, donc de leur programme d'action pour
l'avenir. Les images toujours de cette audience accordée par le Premier ministre au président des régions. Alors, sur le déroulement de cette audience, des précisions avec Amadou Bokarba, qui est président du conseil régional de la région de la wilaya du Gorgol. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, autour du démarrage effectif du travail au niveau de l'ensemble des régions. La réunion a été d'une cordialité extraordinaire et les présidents des régions repartent satisfaits et confiants que le travail va démarrer de manière incessante. Et c'est pour nous l'occasion, encore une fois, de remercier le Premier ministre et nous lui avons demandé de dire à son Excellence le Président de la République que l'ensemble des présidents de région sont tous derrière lui pour la mise en œuvre des ambitieux programmes qu'il a pour la Mauritanie. Le président du conseil régional du Gorgol, à l'issue de l'audience que le Premier ministre a accordée au président des conseils régionaux. L'actualité parlementaire à présent avec la conférence des présidents qui s'est tenue aujourd'hui. Elle était présidée par M. Cheikh Baye, qui est président de l'Assemblée nationale. Et au cours de cette réunion, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a transmis 3 projets de loi aux commissions techniques spécialisées pour examen approfondi avant de les soumettre en séance plénière pour adoption. Il faut dire que cette réunion s'est tenue en présence du Dr Sidi Mohamed Oulgaber, qui est le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Une réunion qui respecte bien, vous le voyez, les mesures préventives avec les masques ou les turbans et avec le respect de la distance sociale. Retour maintenant sur une autre conférence, mais cette fois la conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Celle d'hier était animée par 4 membres du gouvernement, à savoir les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des TIC, des technologies de l'information et de la communication, ses collègues de la justice, de l'économie et de l'industrie et bien sûr celui de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Résumé de cette conférence avec Abdelrahman Hamad. Intervenant les premiers, les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et adopté certains projets de loi, décrets et communications, à savoir projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-01 du 5 mai 2020 portant sur certaines mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et ses effets. Projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi 99-035 en date du 24 juillet 1999, modifiée relative aux procédures civiles, commerciales et administratives. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit destinée à la participation au financement du programme d'urgence pour contrecarrer les effets de la pandémie de la COVID-19. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de financement relative à la participation au financement du projet de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de structuration des producteurs ruraux. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 98-022 en date du 19 avril 1998 relatif au régime commun de concours administratif et examen professionnel modifié par le décret numéro 2011-316 du 7 décembre 2011. Réagissant à une question relative à l'ouverture des transports entre les villes, le porte-parole du gouvernement a précisé que le comité interministériel chargé du suivi et de l'évaluation de la pandémie de la COVID-19 se penche actuellement sur un certain nombre de mesures en fonction de notre capacité de maîtrise de la situation sanitaire dans les wilayas. Nous attendons également le retour du ministre de la Santé et de sa tournée d'information à l'intérieur du pays, a-t-il ajouté. Lui succédant, le ministre de la Justice
a commenté les projets de loi qui portent sur la suppression de la contrainte physique conformément à la charia islamique et au système juridique que notre pays a ratifié. Il a indiqué à cet égard que la peine a été abolie dans le domaine des procédures civiles, commerciales et administratives et son application restera dans le domaine pénal en ce qui concerne les sanctions et les amendes. Pour sa part, le ministre de l'Économie et de l'Industrie a précisé que les projets de loi autorisant la ratification de la Convention de financement relative à la participation au financement du projet de gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de structuration des producteurs ruraux nécessitent davantage de travail pour opérer une transformation rurale profonde impliquant tous les citoyens. Ce projet va permettre la réalisation de l'un des objectifs du développement rural, la lutte contre la pauvreté. De même, il permettra l'égalité entre les sexes, a-t-il conclu. Quant au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, il a commenté les projets de décret portant modification de certaines dispositions du décret 098-22 relatif au régime de concours et examens professionnels. L'accès à l'emploi public et à la fonction publique en Mauritanie est régi par des lois et des décrets d'application qui y sont afférents. Et ces décrets, il y en a deux. Un qui porte sur le régime des examens et des concours et un qui porte sur la création de la Commission nationale des concours. Avec le temps, nous avons compris et appris qu'il y a des difficultés, il n'y a pas d'harmonie entre les deux décrets, etc. Donc aujourd'hui, ce décret 098 va porter sur des modifications parce que nous avons tous constaté cette année des réclamations, des difficultés, des erreurs lorsqu'il y a eu des concours cette année. Et le gouvernement a réussi avec brio le règlement de ces réclamations, de ces problèmes. Et nous avons jugé nécessaire qu'il faille alors repartir au texte pour pouvoir éviter désormais les mêmes erreurs. Voilà donc le résumé de cette conférence pour commenter les travaux du Conseil des ministres. 4 ministres étaient là pour l'animer, à savoir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et d'éthique, celui de la Justice, celui de l'Économie et de l'Industrie et celui de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation du travail. Leur collègue des pêches, lui, il a donné le coup d'envoi aujourd'hui de la phase pêche du programme du président de la République, mais priorité, et il a procédé en même temps à l'inauguration de la Société nationale de distribution des poissons. C'est un compte rendu de Mamadou Gaye. La direction générale de la Société de distribution de poissons que vient d'inaugurer le ministre des Pêches répond au double souci d'efficacité dans le travail et d'accueil dans l'armada routier qui est en train d'être mis en place pour mieux desservir le pays en produits de pêche. Ce projet de 140 millions d'ouguiya comprend une piste d'accès de 340 mètres, des bâtiments administratifs, un atelier d'entretien, un parking, un poste transformateur électrique. Bref, une plateforme capable d'accueillir près d'une quarantaine de camions frigo de 40 tonnes, de 10 tonnes, devant alimenter les 33 centres de distribution des 256 points de distribution. Au total, 60 tonnes de poissons jour dans tout le pays. Après avoir fait le bilan de ces activités, le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons a indiqué que ce nouveau siège a été réalisé sur fonds propres. Elle a acquis 4 camions de 40 tonnes pour plus de 280 millions d'ouguiya, 9 camions de 40 tonnes, 3 de 20 tonnes. Des camions frigorifiques, 12 tricycles de 2 tonnes. 4 conteneurs frigo seront destinés aux futurs centres de Djiguéni, de Kankossa, de Martalajar et de Rikiz. La coopération espagnole apportera également son appui à la construction de 5 centres frigo à Aleg, Rosso, Atar, Arjuste, Zouerat, achevant ainsi le maillage du pays en centres et points de distribution de poissons, de même que Guérou, Mbagne, Kobeni, qui seront dotés prochainement de conteneurs frigo. Le ministre des Pêches a également donné le coup d'envoi du lancement de la deuxième phase de l'opération de distribution de poissons qui rentre dans le cadre du renforcement de la résilience des populations face au Covid-19. 20 camions frigo de 40 tonnes ont pris la destination des différentes régions du pays
avec au total 6 000 tonnes de poissons. Cette cargaison, qui est une contribution du secteur de la pêche, des industriels et opérateurs de la pêche, sera distribuée gratuitement aux populations. La secrétaire générale du ministère des Pêches s'est félicitée de cette volonté de modernisation de l'administration de la société nouvelle qui s'est dotée d'une plateforme moderne capable de répondre aux besoins de la flotte de l'entreprise. Madame Lelia Mintemenko a félicité tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette deuxième phase de distribution de poissons aux populations. Le département a décidé de faire des distributions gratuites avec l'aide des armateurs et des hommes d'affaires du secteur. Je profite de l'occasion pour les remercier de cette aide qui est extrêmement importante pour les populations en cette période. Et ça, c'est la deuxième vague. La première vague, elle s'est passée à Nouadhibou. La deuxième, c'est ici à Nouakchott. Et les deux vagues, à chaque fois, on a distribué 1000 tonnes. Et ces 1000 tonnes ont touché toutes les muqata'a du pays. Et même parfois, ça a atteint certaines communes rurales. Et les populations sont très contentes de cette distribution de poissons gratuite. C'est une aide qui vient à point nommé. Et donc, le département a décidé de continuer de faire ces distributions. En fait, les armateurs sont prêts à donner 10 000 tonnes et on va continuer tant que les populations ont besoin de cette aide durant ces périodes difficiles de Covid et de confinement. Donc, le département va continuer à chaque fois de faire des distributions à l'intérieur du pays au profit des populations nécessiteuses. Les opérateurs des industries de protéines de mer et autres acteurs du secteur de la pêche ont renouvelé leur disponibilité à appuyer les efforts de l'État dans la lutte contre le coronavirus. Là, je crois qu'il y a environ 1 millier de tonnes qui vont être distribuées dans plusieurs villes de la Mauritanie. Et c'est suite à un don de 10 000 tonnes que vont faire les opérateurs de la pêche pour participer à cette lutte contre la pandémie, contre la pauvreté et permettre à nos populations de tenir. Et nous espérons, Inch'Allah, que nous allons vaincre ce corona. Nous confirmons à notre gouvernement, nous confirmons à notre population notre disposition pour participer d'une manière très forte, très importante à cette lutte pour protéger la population. Voilà la composante donc pêche dans le programme du président de la République Ouliouati, la priorité, une composante qui vient d'être lancée donc et ça vient à point nommé surtout au moment où la pandémie de la Covid-19 donc sévit en Mauritanie. Alors comment se présente la situation épidémiologique aujourd'hui? Combien de décès, combien de cas nouveaux, combien de guérisons? Élément de réponse avec le docteur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, qui est directeur de la prévoyance épidémiologique au ministère de la Santé. La situation épidémiologique a été marquée par la notification de 168 nouveaux cas, dont 139 parmi les contacts, 15 cas communautaires et 14 cas importés. Heureusement, nous avons enregistré 55 guérisons et malheureusement un décès. Le cumul des cas positifs est de 3 907, dont 3 692 parmi les contacts, 122 communautaires et 93 cas importés. Le cumul de guérison est de 1280, le cumul de décès est de 120. Les cas actifs sont de 2507, dont 2158 cas asymptomatiques, 330 avec une symptomatologie légère et 19 cas graves. La distribution par muqata'a des nouveaux cas est la suivante. Kifa, un nouveau cas. Elag, 1. Bogué, 1. 14 nouveaux cas à Rosso. 13 Oksar. 8 à Sabkha. 26 à Tafraq Zeyna. 12 à Dar Naïm. Tayaret, 3 nouveaux cas. 26 nouveaux cas à Toujounine. 29 à Arafat. 29 à Elmina et 5 nouveaux cas à Riyad.
La situation épidémiologique du pays durant la journée d'aujourd'hui, marquée donc par 53 guérisons, 168 cas nouveaux et un décès. C'était bien sûr avec le directeur de la prévoyance épidémiologique au ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. L'actualité, c'est aussi une journée célébrée aujourd'hui, c'est la journée donc internationale contre la torture. Et à cette occasion, le mécanisme national pour la prévoyance des tortures a organisé plusieurs activités. Sous quel thème a été célébrée cette journée? Élément de réponse avec Abdullah Demeba. Lutter contre la torture et les mauvais traitements dans le contexte de Covid-19, tel est le thème de cette journée internationale contre la torture, célébrée le 26 juin de chaque année. Et ainsi, la Mauritanie a démontré sa volonté de respecter ses engagements internationaux, de bannir toute forme de torture et autres pratiques dégradantes, devenant ainsi le deuxième État arabe, après la Tunisie, à mettre en place un mécanisme indépendant de prévention de la torture et manifester cette détermination à travers quelques aspects dont on peut citer notamment criminalisation de la torture au regard de la loi et la consécration du principe de la non-prescription des crimes liés à celle-ci, création d'un mécanisme indépendant de prévention de la torture conforme aux critères de l'OPCAT, adoption de lois garantissant l'indépendance et l'impartialité des MMP ainsi que l'immunité de ses membres, mise à disposition de moyens humains et financiers nécessaires pour le bon fonctionnement du MEMP. Le président du mécanisme national de prévention de la torture a pris part à une vidéoconférence à laquelle d'autres structures de prévention de la torture ont participé et des institutions onusiennes chargées de la lutte contre ce phénomène. Au cours de cette conférence, Mohamed Lamine Khalas a passé en revue les actions qui ont été entreprises par la structure qu'il préside. Dans ce cadre, face au Covid-19, il a souligné que le mécanisme a présenté des recommandations à la commission chargée de lutter contre cette pandémie et aux autorités concernées. En outre, il a aussi mis en avant les visites effectuées au sein des lieux de détention. Il ressort, souligne-t-il, de ces déplacements qu'un protocole sanitaire est mis en place marqué par l'usage des masques, des gants et les visites inopinées des proches ont été réduites au strict minimum. De même que les gels hydroalcooliques ont été mis à la disposition des pensionnaires de ces lieux de détention. La célébration de la journée internationale contre la torture. Voilà, alors on va maintenant parler pédagogie avec cet atelier qui vient de se dérouler à Nouakchott, atelier organisé par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale. Les conclusions de cet atelier qui a duré 4 jours ici à Nouakchott avec Abdelrahman Hamad. Après 4 jours d'échanges et de discussions autour de la meilleure approche pour une rentrée scolaire réussie et les modalités de traitement des exigences pédagogiques nécessaires à cet égard, cet atelier organisé par le ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation a pris fin aujourd'hui. Le secrétaire général du ministère, M. Mohamed El-Mustafa dit Udoumou Abdi Oul-Jid, a souligné la grande importance et l'attention particulière que le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Razouani, attache à l'enseignement, comme le précise son programme électoral Ta'ahoudati. L'objectif est de faire de sorte que l'école soit un terreau propice à semer et à cultiver l'unité nationale et au renforcement de la cohésion sociale en assurant la justice, l'égalité des chances et à la dilution des différences. Il a ajouté que la pandémie de coronavirus a provoqué la suspension des cours en raison des mesures de précaution étudiées prises dans un souci de préserver la santé et la sécurité de tous, ce qui a permis d'acquérir une expérience dans la gestion et la coordination des catastrophes dans la mesure où le secteur a élaboré une politique efficace d'enseignement à distance grâce à laquelle les élèves ont reçu des leçons audiovisuelles et écrites via les médias officiels et la plateforme d'enseignement à distance Ma Maison et Mon École en faveur de 198 000 enfants inscrits en 6e année de l'enseignement primaire. Les participants à cet atelier, qui sont des représentants des différentes structures du département, des syndicats éducatifs ou encore de la société civile, se disent satisfaits du niveau des discussions, espérant que les recommandations formulées à l'issue de cette rencontre apportent les changements nécessaires pour réussir la rentrée scolaire. Des exposés ont été présentés sur le suivi de complications psychologiques et cognitives de la pandémie de coronavirus sur l'enfant, la préparation psychologique et pédagogique de l'enfant
les contenus éducatifs les plus appropriés pour les leçons dispensées ou encore la préparation médicale et logistique pour un retour en toute sécurité afin de poursuivre l'enseignement sans risque. Voilà pour cet atelier qui parlait justement de la COVID-19. Justement, la COVID-19, on va en parler avec cette action de désinfection et de sensibilisation au niveau du Toujounin, une action entreprise aujourd'hui par la commune de Toujounin en collaboration avec certaines ONG. C'est un compte rendu de Bokar Baïleba. La lutte contre la pandémie du Covid-19 est sans répit. À Toujounin, c'est la commune qui a initié une opération de désinfection et de sensibilisation. L'objectif est bien entendu de juguler la progression du coronavirus. Une opération engagée avec la collaboration de l'UNICEF et d'autres acteurs de développement social, Action Dev et Oxfam. Ainsi, le maire de la commune de Toujounin explique que cette opération est une contribution aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il a précisé que l'opération de désinfection va toucher les administrations publiques et les structures sanitaires de la commune. Justement, pour les partenaires de la commune, cette opération de désinfection et de sensibilisation participe aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre le coronavirus. On est là depuis que la pandémie a frappé le pays. Elle n'a pas cessé de se propager dans les quartiers surtout. Ici à Nouakchott, beaucoup de communes ont été touchées, particulièrement ici à Toujounin. C'est la zone la plus dense où il y a pratiquement plus de cas. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont intéressés à intervenir pour vraiment pallier cette propagation. Donc, d'où la nécessité vraiment action pour le développement, Action Dev et Oxfam, d'où leur intérêt quand même d'intervenir dans le quartier ou bien dans la commune. Donc en pensant vraiment aux familles les plus démunies ou bien les gens les plus exposés. Ils ont quand même pensé à faire des actions en donnant des kits sanitaires composés d'eau de javel, de savon, de masques pour les familles. C'est vraiment une participation symbolique, c'est juste une participation symbolique pour ça. Nous remercions aussi le monsieur le maire qui nous a vraiment doté de moyens pour vraiment mener à bien notre activité au niveau de la zone. Rappel des gestes barrières, lavage fréquent des mains avec le savon, port de masque, distanciation sociale, entre autres. Voilà, des mesures donc barrières qui sont très efficaces pour lutter contre la COVID-19. On va terminer ce journal par la prière de vendredi. La prière de vendredi qui était suspendue depuis plusieurs semaines a repris aujourd'hui et c'est là à la grande satisfaction des fidèles, comme l'a constaté Yed Fall. Ce vendredi aura une résonance toute particulière pour les fidèles mauritaniens sur l'ensemble du territoire national. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a annoncé le 22 juin la décision du gouvernement d'élever la suspension de la prière du vendredi, qui a été suspendue depuis 3 mois après un constat d'augmentation des cas de personnes infectées par le coronavirus. Selon cet imam, la suspension de cette prière fait suite à une fatwa de l'Union des imams des mosquées de Mauritanie qui a franchi les musulmans de l'obligation de la prière du vendredi à cause du risque de propagation du coronavirus. Les autorités ont cependant exigé le respect des règles d'hygiène et de distanciation. C'est le cas dans cette mosquée située en plein cœur de la ville où les fidèles respectent les gestes barrières. Pour cet autre imam, la mosquée a refusé du monde. Il a dans son prêche fait comprendre aux fidèles l'importance de croire en Allah. Dans son prêche, il n'a pas manqué d'exhorter la jeunesse à éviter les regroupements de toutes sortes qui annulent la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ici à Nouakchott, comme partout en Mauritanie, la Covid-19 bouleverse les habitudes et impose des restrictions qui sont allées jusqu'à l'annulation de la sacro-sainte grande prière du vendredi. Comme pour donner à cette prière un cachet particulier, les fidèles étaient drapés dans leurs plus beaux habits traditionnels et ont prié sur des plus beaux tapis de prière. Les fidèles étaient heureux de répondre à cette obligation religieuse dont ils ont été longtemps privés. Allah dit dans la sourate 62, Al-Jumu'ah, ayah 9, « Ô vous les croyants, lorsque l'on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah, et ceci est tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. »
Voilà pour donc cette prière de vendredi qui a repris après plusieurs semaines de suspension. Et ça, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'ambassadeur américain qui remet au Premier ministre le rapport annuel du département d'État sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Un rapport qui souligne les progrès réalisés dans ce domaine en si peu de temps par le gouvernement mauritanien. Ici, c'est le lancement de la phase de la composante pêche dans le programme du président de la République, mes priorités, et en même temps, l'inauguration de la Direction générale de distribution des pêches. Et ça, c'est le point de presse quotidien sur la pandémie en Mauritanie, caractérisée donc par 53 guérisons, 168 cas nouveaux et un décès. C'est ce qui caractérise la situation aujourd'hui. Et puis, je vous signale que juste après ce journal, vous allez suivre un programme, le programme Liqa Khas, autrement dit une rencontre spéciale. L'invité de ce programme ce soir, c'est le ministre du Commerce et du Tourisme. Prenez soin de vous et si vous aimez vos proches, eh bien, ne vous approchez pas, ne vous rapprochez pas. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.